Bonjour à tous les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode du Branding Croisé. Donc aujourd'hui, j'ai comme invité mon ami Romain, ça me fait super Ça me fait plaisir. plaisir aussi. J'aimerais dire qu'il est venu de Guadeloupe pour l'interview, mais c'est pas le cas. Mais en tout cas, je suis très content de t'avoir aujourd'hui. Ah ben, c'est partagé. Et voilà, je te remercie beaucoup. Donc, je rappelle le but de l'émission très rapidement. Donc, le branding croisé, c'est quoi? On va mélanger donc ma discipline étant le branding et la discipline de mon invité pour voir un peu comment ça peut s'intégrer dans un business, comment ça peut s'intégrer au sein de vos business, de vos futures entreprises, ou simplement peut-être vous donner des idées pour lancer des petites choses. Voilà, let's go. Let's go, on est parti. Et ben écoute, pour commencer, j'aimerais beaucoup que tu te présentes, que tu parles un peu de ton parcours, qui tu es, Ok, qui très est le bien. Big Bah, G. avec grand plaisir. Donc, pour me présenter très rapidement, donc, je suis Romain Gazan, comme le nom de cette vidéo l'indique. Et à la base, il faut savoir que je viens pas du tout d'un monde entrepreneurial. J'ai eu un parcours donc, où j'ai commencé à travailler très jeune, à l'âge de 14 ans, pardon, où j'ai commencé à faire du black en restauration, donc à faire la plonge, faire un petit peu de cuisine, etc. Jusqu'à mes 17 ans où j'ai fait un diplôme de cuisine. Et après ça, je suis parti à l'armée. C'était une vocation en fait que j'avais depuis enfant. Donc je suis parti à l'armée. J'ai fait 6 ans, un passage dans les parachutistes et un autre passage dans les forces spéciales. Et après ça, donc j'ai décidé de me lancer dans le business. Donc j'ai fait pas mal d'essais. Je pense un petit peu comme tout le monde, le dropshipping, on y a tous goûté au moins une fois dans sa vie. Donc j'ai commencé par ça. Suite à quoi, j'ai créé ma première vraie entreprise, même si bon, le drop ça peut être une vraie entreprise, mais mon premier vrai business qui a été une agence marketing où j'accompagnais plus simplement des professionnels de l'immobilier à obtenir donc plus de mandats et plus de clients quand on travaille avec des promoteurs, etc. Suite à ça, j'ai bien gagné ma vie, mais j'ai surtout fait une grosse erreur. J'ai revendu mon portefeuille client et j'ai cru que 10 000 euros, c'était beaucoup d'argent. J'ai perdu tout mon argent. Et ce qui m'a permis de me relancer et ce qui m'a permis d'avancer dans le business et de recréer une entreprise à succès par la suite, ça a été d'avoir la chance de faire du closing. Donc j'ai été closer pour une agence marketing qui tournait à l'époque très bien. On parle d'à peu près 750 000 euros de closing en l'espace de 7 mois. Donc ça m'a permis de comprendre quelque chose que je n'avais pas forcément compris à la base. C'est simplement comment faire rentrer de l'argent dans une entreprise, mais surtout le garder et le réinvestir. Donc suite à ce passage en closing de 7 mois à peu près, j'ai décidé de créer une seconde agence et une entreprise donc d'accompagnement. Et on est là aujourd'hui pour discuter de tout ça. Nickel. Eh ben écoute, je te remercie beaucoup pour ton parcours. Question que je pose à tous mes invités, parce que c'est le but, n'empêche, de croiser les disciplines. On reviendra sur tout ce qui est aspect vente, aspect Oui, bien sûr. commercial. Plus que la vente, en vrai, l'aspect commercial, c'est Ok. ça qui m'intéresse beaucoup avec ton profil. Est-ce que tu pourrais me donner, toi, ta définition du branding? Comment tu le vois dans une entreprise? Comment tu positionnes cette discipline? Euh, En un mot, je dirais essentiel. Et si je devais détailler, je dirais que c'est essentiel parce que c'est ce qui va différencier deux entreprises en tout point similaires. Ok, très Donc, intéressant. ce qui peut permettre aussi, et ce qui permet aujourd'hui à certaines entreprises de vendre beaucoup plus cher le même service que l'entreprise d'en face. Clairement. Je suis assez d'accord avec cette vision que tu as et c'est marrant parce que dans ta définition, c'est très finalement un peu, enfin très, c'est commercial. On se rend compte Mhm. quand même de l'aspect commercial, l'aspect, là, la finalité qui est la vente, que voilà, le branding, ça permet ça et c'est ça aussi, c'est de dire, ok, j'ai A, j'ai B, pourquoi B me coûte plus cher? Parce que j'achète un produit, mais ce que je paye, c'est une marque en fait, finalement. Voilà. Alors, effectivement, je fais rentrer le branding dans une assiette globale parce que, effectivement, on ne peut pas se permettre de vendre plus cher juste grâce au branding, Bien évidemment. mais c'est quelque chose qui, il faut se l'avouer, dans la balance va peser énormément. Ok, très intéressant. Toi qui as closé pour plusieurs boîtes, plusieurs types de structures, Mhm. parce qu'en fait, quand tu es dans cette agence de closing, tu closais pour des clients. Comment ça, c'est quoi l'impact en fait à partir du moment où tu as un client qui a un branding de fou, un autre qui en a un peu moins travaillé? Est-ce que c'était plus facile à vendre, plus difficile? Mm. Quel est l'impact toi sur la partie commerciale du Bien business? sûr. Alors, l'agence dans laquelle j'étais, du coup, c'était du marketing d'influence, création de sites internet, création d'écosystèmes e-commerce en règle générale même. Et c'est vrai que très honnêtement, là où j'ai senti l'impact, c'est qu'avec le branding qu'on avait avec cette agence, qui était positionnée comme vraiment une des agences leaders du marché, on allait chercher des investissements qui étaient beaucoup plus hauts
que ceux que pouvaient avoir d'autres agences dans lesquelles j'ai aussi eu l'occasion de faire un passage, mais qui n'avaient pas ce positionnement et cette image de marque Ok. bien développée. Non, je pense que c'est quelque chose de tellement important qu'on ne peut pas passer à côté. Ouais, voilà, tu prêches à un converti, c'est Mais, vrai. c'est vrai que pour parler un peu plus dans le domaine infoprenariat, là où j'ai eu la chance de pas mal closer aussi, avec des gros noms du marché d'ailleurs, effectivement, pour avoir eu l'occasion de closer parfois pour des infopreneurs pas forcément très connus qui vendaient, imaginons, une formation dans l'immobilier, et avoir eu la chance de closer chez des infopreneurs très connus qui vendaient une formation sur l'immobilier, la personne, quand elle arrive en appel, le prospect, quand il arrive en appel, il n'est pas convaincu de la même manière. Hmm. Quand généralement tu closes avec un infopreneur qui n'a pas forcément fait ses preuves et qui, entre guillemets, est à peine positionné sur le marché, le prospect limite attend que ce soit toi qui lui explique pourquoi il doit Ouais. acheter. Alors que quand tu closes avec quelqu'un qui est très très connu, je vais donner un nom d'un ami à moi, mais par exemple quand tu closes pour quelqu'un comme Théophile Hélier, c'est toi qui demandes à la personne pourquoi est-ce que tu devrais la prendre en client. Et c'est diamétralement deux choses opposées. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est un gros travail de fond. Le branding, Hmm. c'est une tannée. Je ne suis pas la personne la plus qualifiée pour parler de contenu parce que c'est quelque chose sur quoi j'ai énormément procrastiné. Mais en fait, c'est tellement puissant et tu crées tellement un asset qui est fort quand tu as du contenu et quand tu as un branding qui est fort aussi que ça vaut pour moi même pas des milliers, c'est des millions, tout simplement, à Clairement, terme. clairement. Moi, je suis totalement d'accord avec cette vision et on le voit beaucoup aujourd'hui avec des gros noms du marché, bah, notamment Théophile Hélier, mais pas que. Yomi Denzel, Oussama Ammar investissent des sommes faramineuses Ouais, dans leur 100%. création de contenu, leur branding au quotidien, leur image tout court, parce que typiquement, quand Yomi sort une vidéo où il offre une voiture, on a une certaine idée de lui, on a une perception de lui, et donc forcément, ça joue aussi à travers Ouais. son image. Et donc, bah ouais, ok. Quand après il dit, les gars, vendez enfin, faites ce que je fais, vous aurez les mêmes résultats, bah ouais, ça prend tout son sens. Bah, exactement. Aujourd'hui, on va prendre un exemple très simple. Tu vas sur les marchés anglophones, qui sont d'ailleurs très souvent avancés sur nous, sur beaucoup de points, mais ça on le sait déjà. Euh, Tu prends quelqu'un comme Iman Gadzhi aujourd'hui. Iman Gadzhi, il a fait un lancement, je crois, où il est allé chercher un peu plus de 3 millions. Mais le premier jour du lancement, après la suite de vidéos qu'il a fait, qui s'appelait Digital Renaissance, il a fait 600 000 euros. 600 000 euros d'encaissement en organique, en une journée, en 24 heures. C'est Mm. énorme, avec une chaîne YouTube qui est vraiment bien menée. Et en fait, c'est ça que je trouve extrêmement puissant. C'est quand tu es bien positionné, que tu as un bon branding, tu as des fans. Tu n'as pas vu Ouais, juste des consommateurs. Et en fait, le gros avantage, c'est que quand tu vas faire 600 000 en organique, ta marge, c'est pas la même que quand tu imprimes 600 000 en publicité. Et en fait, c'est ça que je trouve marrant, c'est que tu as beaucoup de personnes sur YouTube, sur Instagram et tout qui vont dire oui, le meilleur moyen de faire de l'argent, c'est Facebook Ads, le meilleur moyen de faire de l'argent, c'est Google Ads. Mais toutes ces personnes-là font d'abord de l'argent avec l'organique. Et pour moi, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a vraiment une chose qui est bien plus valorisable que savoir faire de la publicité Facebook, savoir faire de la publicité Google ou autre, c'est savoir créer une audience. mm. Quand tu as une audience, quand tu as l'attention des gens à l'heure actuelle, en Big 2023, tu as tout gagné. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. L'attention aujourd'hui, c'est le business le plus, comment dire, le plus technique dans le sens où quand tu as l'attention des gens, tu as tout finalement. Et Ouais. c'est pour ça que les influenceurs aujourd'hui, moi tu vois, j'ai connu le gros boom des influenceurs en 2017 Mhm. où je voyais qu'un influenceur, je peux donner les prix hein, parce que c'est pas, je le sais Ouais, parce que j'ai t'inquiète. travaillé avec eux. Une story de Same. Nabila à l'époque, ça coûtait 1000 balles à peu Ouais. près. Aujourd'hui, Nabila, une story, ça coûte pas 1000 balles, hein. Bah, pour l'avoir placé plusieurs fois, on tournait plus autour des 4005, effectivement. Tu vois, il y a Mais eu une inflation. pour moi, on en arrive à un point où, du coup, cette course à l'attention, etc., ça amène aussi des points très négatifs comme les arnaques, etc. On en arrive à un point qui n'était pas, c'était pas le cas il y a quelques années en arrière, où aujourd'hui, quand tu as l'attention, tu n'as même plus forcément besoin d'avoir la confiance. Hmm. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a énormément d'arnaques qui ont été mis au devant de la scène, avec d'ailleurs d'anciens influenceurs, etc., sur du trading, etc., parce que on s'est rendu compte qu'en 2023, quand tu as une audience, tu n'as même Ah oui. plus besoin forcément de la confiance des gens pour faire de l'argent.
Parce que ça nous a permis aussi, en tant que consommateurs, de se rendre compte d'une chose. C'est que Internet oublie beaucoup trop vite. Et les audiences qui se renouvellent très vite, forcément, n'échappent pas à la règle. C'est tout le problème en fait des audiences. Moi, je le vois. Alors, j'aime beaucoup suivre les humoristes, les artistes, parce que je trouve que c'est les entrepreneurs qui nous ressemblent le plus, finalement. Et ce qui est fou avec eux, c'est qu'eux le disent. Mon audience, mon public évolue énormément avec le temps. On prend Kev Adams, par exemple. Kev Adams, quand il avait 16 piges, bah, il avait des fans qui avaient 16 piges. Aujourd'hui qu'il en a 30, bah, il y a des gens qui viennent à leur spectacle avec leurs enfants. Ouais. Donc il y a quand même cette évolution. Et ce qui est dingue, c'est qu'eux vont mettre du temps, mais vont évoluer avec leur audience. Et il y a ce renouvellement, mais ça prend plus de temps. Alors qu'on prend des influenceurs de télé-réalité ou autres, l'audience va extrêmement vite. C'est un renouveau terrible. C'est pour ça que la plupart aujourd'hui des influenceurs de télé-réalité sont très honnêtes sur le fait que la télé-réalité, c'est pas ce qui paye le plus, c'est ce qui se passe après. Alors là, effectivement, je trouve qu'il y a un combat qui est extrêmement bien, qui est mené par Booba au niveau des influenceurs, qui a permis pour moi de rééquilibrer le marché, parce que ces personnes-là, les influenceurs, pendant une longue période, méprisaient le marché, méprisaient autant les commerçants et les e-commerçants qui faisaient appel à leurs services que les consommateurs. Et en fait, je trouve que c'est bien aujourd'hui que la balance soit ramenée à l'équilibre, dans le sens où, pour moi, aujourd'hui, tu as deux types d'influenceurs. Tu as vraiment ce type de personnes peu recommandables qui ont perpétré des arnaques pendant des années, les yeux fermés. Et tu as les créateurs de contenu aujourd'hui qui, pour moi, sont les personnes qui vont le plus exploser dans les années à venir. On en parlait avec un ami qui s'appelle James. Là, il crée un studio de création de contenu sur Paris, etc. Parce qu'aujourd'hui, avec des applications comme TikTok, avec des applications comme Instagram, etc., tout est possible. Aujourd'hui, on peut vraiment gagner de l'argent avec la création de contenu sans sponsoriser ou amener les personnes vers des entreprises vers lesquelles ils vont consommer, quoi. Donc, totalement. Il y a un truc qui ressort dans ce que tu dis aussi, c'est les valeurs. Ça, c'est ce qui nous a rapprochés quand on s'est rencontrés. Sûr, complètement. Pour la petite histoire, on s'est rencontrés en Estonie, on a été se baigner dans la mer du Nord. Enfin, l'histoire est folle, mais l'un des trucs qui nous a vraiment beaucoup rapprochés, c'est nos valeurs, notre mindset. C'est vraiment ça qui nous a touchés. Aussi le fait, les îles, forcément. Ouais, bien sûr. Mais je voudrais qu'on parle un peu de ça. Et toi, ton mindset, moi, c'est un truc qui m'a toujours impressionné, et chez les militaires en règle générale, mais chez toi plus que chez d'autres, parce que dans ton business, tu as toujours eu ce truc-là de OK, let's go, j'y vais. Je me plante, c'est pas grave, c'est OK, j'y vais. Et je pense que dans le branding, comme dans la vente, c'est une qualité que beaucoup de gens ont. Et je vois la différence moi aussi avec mes clients. Mes clients, quand tu vois, on bosse ensemble sur les réseaux, ils vont pas avoir de résultats tout de suite. Ils vont me dire, mais je comprends pas, cette vidéo, elle a fait que 300 likes, 300 vues. Ouais, ça a fait que 200 vues. Ouais, mais regarde, la dernière fois, j'ai fait 24 000 vues. Bah ouais, mais en fait, il faut accepter des moments d'être éclaté. Et comment toi, tu gères ça à travers tes équipes commerciales, parce que tu manages quand même pas mal, à travers ton image aussi, que tu travailles de plus en plus, je le vois. Comment tu gères ce truc de, OK, let's go, faut que j'y aille. Moi, je te vois vraiment comme en mission, tu vois, et j'adore. Comment toi, tu gères ça au quotidien? Alors, effectivement, pour revenir à l'étape sur la mer du Nord, effectivement, c'était cool. L'eau était à 8 degrés, je m'en rappelle très bien, on a bien rigolé. Avec une température extérieure, je crois, de un peu moins que 10 degrés. Ouais, c'est ça, 9, 8. On devait être à l'équilibre, 8, 8. C'est ça. C'était sympa. Pour parler du parallèle armée et monde du business, pour moi, il y a une énorme erreur que les gens font et une énorme incompréhension que les gens font entre ce parallèle. C'est que souvent, les personnes vont me dire, mais ça se voit que tu as été à l'armée parce que tu es discipliné, etc. Alors, je l'entends et je peux comprendre que d'un monde extérieur, ça se voit comme ça. Mais j'ai déjà toujours été discipliné avant même de rentrer à l'armée. Le gros problème de l'armée, c'est que souvent, une qualité, comme le dit très bien Roman, une qualité poussée à l'extrême devient un défaut. Et en fait, ça, c'est très représentatif de l'armée parce que parfois, on te pousse tellement à être discipliné, mais surtout bête et discipliné, donc c'est-à-dire être discipliné même quand les choses ne sont pas logiques, que tu en viens parfois à être un peu dégoûté de la discipline. Donc, en fait, effectivement, ce n'est pas l'armée qui m'a amené ce côté discipliné, je l'avais déjà avant et je l'ai juste gardé. Par contre,
le second point que tu as soulevé et qui pour moi a fait toute la différence, c'est que l'armée m'a amené quelque chose qui a changé ma vie. C'est le fait de faire les choses que j'ai envie de les faire ou pas. Et ça, c'est pas de la discipline. Ça, c'est de la consistance. Ça, pardon. Ça, c'est de la constance. Ça, c'est de la résilience. Et c'est des choses que tu apprends par l'expérience. En fait, c'est ça que je pense, c'est que quand tu vas à l'armée, il y a plein de choses pour lesquelles tu ne te sens pas capable. Moi, honnêtement, si avant d'entrer à l'armée, on m'avait dit bah, tu vas marcher 150 km en 3 jours et tu vas dormir 1 heure par nuit entre ces 3 journées, j'y aurais jamais cru. Tu vois, je ne m'en serais jamais cru capable parce que humainement, c'est dur d'imaginer ça. Maintenant, je l'ai fait et je me suis rendu compte que c'était possible. En fait, c'est plus ça que l'armée m'a amené, c'est de me rendre compte qu'en fait, tu peux toujours repousser tes limites, tu peux toujours aller chercher plus. Et surtout, la chose qui, pour moi, a fait toute la différence et qui a tout changé, c'est qu'à l'armée, tu apprends une chose, c'est toujours trouver une solution. Et ça, dans le business, c'est game changer parce que tu vas toujours avoir des problèmes. C'est-à-dire que tu vas lancer un projet, tout va être tout beau, tout rose dans ta tête, tu vas être dans une courbe d'euphorie qui crève le plafond, et puis ensuite, tu vas te rendre compte qu'il y a plein de choses qui ne marchent pas comme prévu. Par exemple, tu encaisses de l'argent, tu dois payer tes commerciaux, tes virements bancaires ou ton Stripe est bloqué. Comment est-ce que je trouve une solution pour payer mes commerciaux? Tout ça, c'est des choses que, au final, j'ai appris à l'armée, de toujours garder cette résilience, toujours garder cette force d'esprit pour trouver une solution à chaque problème. Parce que à l'armée, tout ce que tu fais, il y a toujours un problème. Donc dans le business, c'est pareil, tout simplement. Pour moi, c'est ça le big parallèle qu'on peut faire entre les deux. Mais tu vois, ce que je trouve fou quand tu me le racontes comme ça, et je sais pas, dites-moi les personnes qui suivent Romain sur les réseaux si c'est pareil, si vous ressentez la même chose que moi, mais tu vois, ce mindset, ce que tu m'expliques là maintenant, ça se ressent à travers tes posts, ça se ressent à travers tes réseaux, ça se ressent quand on te parle. Ok. Et pour moi, tu vois, c'est ça le branding aussi, c'est le Hmm. fait de tout ce mindset que tu as, cette consistance, cette résilience. Moi, je sais que je suis quelqu'un de très résilient, mais je le dis je l'assume totalement, l'un de mes gros défauts, c'est que je manque parfois de consistance. Hmm. Par exemple, un truc de constance, je dis consistance, de constance. On a fait la même erreur. Euh, C'est pas grave, ce sera coupé. je manque pas mal de constance dans le sens où, et Kevin Ben Simon, si tu regardes cette vidéo, je dois bien avouer que tu avais raison. J'ai dit ces derniers mois au moins 3 fois, les gars, c'est grand retour sur les réseaux. Hmm. Mais à chaque fois, pas assez de constance et j'arrivais pas à le faire, à tenir, machin. Et ça m'a pas permis d'y être. Et je pense qu'à travers mon image, malheureusement, c'est quelque chose. Dans son branding, il y a nos qualités, mais il y a aussi nos défauts. Je sais Bien que ça, sûr. c'est quelque chose qui ressort de mon, de mon, de mon branding. Mais toi, tu vois, justement, quand tu me parles de ton mindset, quand tu me parles de ton état d'esprit vis-à-vis de toutes ces choses-là, j'ai vraiment. Je le vois dans ton image. Hmm. Je le Ok. vois et c'est ultra puissant parce que pour moi, ça soulève un point qui est primordial. Le branding et encore plus le personal branding n'est que le reflet de nous-mêmes. Et vous pouvez fake it tout ce que vous voulez. En vérité, votre branding, c'est ce que vous êtes. C'est vrai. Il C'est très, faut très vrai. l'assumer. Complètement. Et justement, j'en parlais récemment sur Twitter et puis on a eu la discussion avec des amis. Le fake it, c'est bien, mais aujourd'hui, justement, avec toute cette course à l'attention, toute cette course voilà, à la création d'audience, etc., beaucoup de personnes maximisent le fake it, mais Ouais. derrière finissent par oublier le make it. Donc, justement, tu disais, oui, ça fait 3 fois que je dis mon grand retour, etc. J'ai eu une très bonne leçon en discutant avec un ami en fin d'année dernière. Et c'est quelque chose qui est devenu un peu voilà, un état d'esprit, un mantra dans mon business. C'est qu'à l'heure actuelle, je parle des choses quand elles sont faites et plus quand elles sont à faire. Et ça crée toute une différence. Parce que le fait de parler des choses quand elles sont à faire, c'est pas toujours quelque chose de positif. Parce que parfois, par ego, ça te fait faire des erreurs, ça te fait prendre des engagements que tu ne sais ne pas être en capacité de enfin, tu sais que tu ne peux pas tenir. Et donc, ça amène tout un tas de choses négatives. Alors que quand tu es concentré, tu te dis, OK, c'est ça ma mission, c'est ça que je dois faire. Et je dois y arriver parce que j'ai un contrat envers moi-même et plus envers les autres, qui, la plupart du temps, de toute façon, ont oublié et ne te regardent même pas. Donc, c'est une pression fausse que tu te mets. Là, les choses avancent beaucoup plus vite, tu vois. Ouais. Donc, c'est vrai que
pour faire le parallèle avec le fait que le branding aussi soit en quelque sorte une représentation parfaite de notre propre personne, c'est vrai. C'est vrai parce que les premières fois que j'ai essayé de tourner du contenu, j'ai un peu appliqué les conseils qu'on peut voir sur les réseaux en mode inspire-toi de tel contenu, remets-le à ta sauce, etc. Et puis j'ai essayé de tourner des contenus où c'était pas du tout moi, où je me reconnaissais pas, où j'avais pas mon timbre de voix, où en fait je disais des choses que je comprenais et que je connaissais, mais pas avec mes éléments de langage, pas avec mon identité. Et donc ça s'est ressenti et c'est pour ça que j'avais beaucoup de mal à créer du contenu. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, je suis beaucoup plus à même de créer du contenu comme on le fait là, en ayant des discussions ouvertes et en mettant en avant qui je suis, ce que je fais, qu'en essayant de respecter les codes. Parce que si tu regardes toutes les personnes qui ont créé des audiences, toutes les personnes aujourd'hui qui ont créé du business avec leur image, c'est comme ça que ça s'est fait. Ils ont montré la quintessence de leur propre personne sur les réseaux avant de vouloir respecter des codes. Et c'est eux qui ont créé des trends. Tu prends aujourd'hui des gens comme Yomi, tu prends des gens comme Iman, toutes ces grosses personnes sur le marché qui sont connues et reconnues, ils ont eu, on va dire, des petits-enfants. C'est-à-dire qu'ils ont créé des trends, ils ont créé un mouvement et ils ont eu, entre guillemets, des enfants qui ont été créés de ça, quoi. Bien sûr, et puis les codes dont tu parles, finalement, c'est eux Bien qui sûr. les ont créés, ils n'existaient pas, ce pas des 100%. lois immuables. Donc je te rejoins totalement Je là-dessus. prends un exemple très simple, hein. Tous les e-commerçants qui mettent des musiques de Drake dans leur story Instagram, c'est parce que le premier qui l'a fait, c'est Yomi, tu vois. Clairement, clairement. C'est comme ça, mais il n'y a pas que du mauvais, mais c'est un exemple très simple. Bien tu vois. sûr, bien sûr. Et puis, je pense qu'il faut savoir appliquer sa propre formule. Moi, c'est vrai que étant dans l'image, dans la création de base et étant, de par le passé, les temps jadis, j'étais un artiste. Donc, j'ai toujours eu cette volonté de créer. Mais c'est vrai qu'inconsciemment, on a tous ce truc de hey, comment les autres font je regarde un peu Ouais, ce que fait le voisin 100%. et je regarde, ah, mais chez le voisin, ça marche bien, ça marcherait peut-être bien chez moi. Non, en fait, fondamentalement, ce qui fonctionne le mieux, c'est d'aller chercher, d'aller creuser. Après, je pense qu'il y en a pour beaucoup, ça leur fait peur de creuser. Et ça fait peur de creuser, de se dire, OK, qu'est-ce que j'aime vraiment, tu vois. Mais c'est toujours payant. D'un point de vue, en fait, je comptais te poser la question, qu'est-ce que tu penses de fake it until you make it? Et tu as totalement Ouais. répondu et je trouve ça génial. D'un point de vue commercial, toi, comment tu le vois cette phrase? Parce que moi, la première fois que je l'ai entendue, c'est vraiment dans le domaine commercial et je le dis, j'en parle souvent à mes élèves. Je leur dis, non mais les gars, fake it until you make it, les gens ne comprennent plus cette phrase. Je veux pas t'en dire plus parce que je veux pas influencer ta réponse, mais moi j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Alors moi, je vais te dire très honnêtement, encore une fois, pour revenir sur ce qu'on disait juste avant, le fait de fake it, c'est bien, mais il ne faut pas oublier le make it derrière. Le fait de fake it aussi, ça se retrouve dans le fait de vouloir créer du contenu en se basant sur les autres. Donc en fait, tu vas fédérer une audience qui n'est peut-être pas celle que toi tu voulais fédérer, alors qu'en étant toi-même, tu vas fédérer des gens qui sont comme toi autour de toi. Parce que tous à notre façon, on attire des personnes qui sont comme nous sur les réseaux. On ne s'en rend peut-être pas compte, mais on va tous attirer des personnes qui nous ressemblent. Donc si tu fais du contenu en n'étant pas la personne que tu es, tu vas attirer des personnes qui ne te ressemblent pas. Donc des gens plus durs à convertir. Donc des gens qui à la moindre erreur vont te taper dessus. Tout ça, c'est à réfléchir en amont parce que ce n'est pas au bout de 6 mois de créa de contenu qu'il faut s'en rendre compte. Maintenant, le fake it until you make it dans la vente, je trouve qu'on le retrouve énormément dans la phrase qui est promettre moins, délivrer plus. Okay. Moi, cette phrase, j'ai compris qu'elle m'énervait en regardant pas mal de vidéos, etc. Moi, cette phrase, aujourd'hui, elle m'énerve et je ne la supporte pas parce que, pour moi, c'est inutile de promettre moins pour délivrer plus. Parce que si tu promets moins, à mon sens, c'est que tu n'as pas confiance en tes capacités, tu n'as pas confiance à la personne que tu es. Pour moi, et ça, je t'enverrai, Grant Cardone l'expliquait très très bien. Pour moi, il vaut mieux promettre grand et délivrer grand que promettre moins et délivrer plus. Parce que si en face de toi, tu as un mec qui promet grand et qui délivre grand, tu n'as pas ta place dans la compétition. Tu vois. Je pense qu'il faut arrêter avec cette fausse modestie. C'est-à-dire quelqu'un, tu crées un site internet et tu le montres à quelqu'un de ta famille ou quoi, ta famille te dit « Ah ouais, il est magnifique, il est super ». Toi, tu dis « Oh non, ça va, c'est rien, c'est juste un petit site comme ça ». Non, il faut arrêter avec cette fausse modestie, il faut arrêter avec l'humilité toxique, dans le sens où tu as le droit de dire « Merci, franchement, ça me fait plaisir, je vais essayer de faire encore mieux la prochaine fois ». Plutôt que « Oh non, tu sais, c'est pas grand-chose ». Ça, c'est des choses
que les gens ne se rendent pas compte, mais quand tu appliques de la fausse modestie, ça devient de la vraie modestie. Je m'explique. Quand tu as l'habitude de dire aux gens « Oh, mais c'est pas grand-chose, oh, c'est un petit truc », dans ton cerveau, tu te convaincs que c'est un petit truc et donc tu progresses jamais. Moi, aujourd'hui, ce que je fais auprès de mes clients, c'est que je fais des grandes promesses que je sais que je peux tenir. Si je ne peux pas tenir ces grandes promesses, j'y vais pas. De un, ça m'évite d'avoir des clients qui sont mécontents. De deux, ça m'évite forcément de perdre de l'argent. Et de trois, en parallèle avec cette perte d'argent, ça m'évite de perdre la face et donc de perdre des recommandations, des potentiels clients au fur et à mesure. Donc non, je ne promets pas moins pour délivrer plus. Je promets grand, je délivre grand. Si je ne peux pas y aller, j'y vais pas. J'y vais pas, tout simplement. Super. Bah écoute, au niveau de la vente, moi ça me parle énormément. Beaucoup de scammers malheureusement sur le marché, mais c'est parce que en soi, Internet, en vrai, tout le monde dit ouais, Internet, ça a démarré il y a... On est encore au début du business en ligne, hein. Alors, Ça va grandir encore, tu vois. Et je pense que ce que tu dis, c'est symptomatique des nouveaux marchés, des nouveaux business. voilà. C'est pour ça qu'on y est encore. D'ici 4-5 ans, on en rediscutera, ça va encore va avoir un élagage. Au même titre aujourd'hui, on parle d'influenceurs, créateurs de contenu. Ouais. Bah, là, je pense que dans pas longtemps, au niveau du business, ça va être pareil. Exactement. Alors, je ne vais pas me faire l'avocat du diable. C'est pas le but. Et je suis contre les gens qui arnaquent, entre guillemets, en connaissance de cause. T'en connais, j'en connais aussi. Des gens qui font de grandes promesses, qui prennent l'argent et qui se barrent. Ça, pour moi, c'est condamnable. Et ces gens-là devraient faire un séjour en prison, de mon avis. Parce qu'aujourd'hui, quand tu enlèves de l'argent à quelqu'un qui avait tout cet argent pour investir sur son business, qui peut-être est sur son premier projet, bah pour moi, tu fais du mal. Et quand tu fais du mal, tu dois être puni. Maintenant, pour moi, il y a deux catégories de personnes à ne pas confondre. Tu as cette catégorie de personnes-là qui, entre guillemets, voilà, sont des arnaqueurs nés et qui ne vont pas aller bien loin. Parce que même si Internet oublie vite, la justice, ce n'est pas son cas. Par contre, tu as des gens qui deviennent, je n'ai pas envie de dire arnaqueurs malgré eux, mais qui sont dépassés par les événements. J'en ai parlé dans une vidéo, une très vieille vidéo que j'avais fait, où je disais, il faut arrêter de tout le temps se comparer aux autres. Tu vois. Regarder les autres et regarder leurs résultats et donc s'en vouloir parce qu'on ne fait pas les mêmes résultats. Moi, j'ai vu plusieurs fois, c'est pas qu'une fois, tu vois, j'ai vu plusieurs fois des gars qui arrivaient dans des formations, par exemple, de SMMA, etc. Et les mecs, au bout des 2-3 premières semaines, parce que concours de circonstances, ils ont créé leur propre chance, il y avait des personnes qui avaient des entreprises dans leur réseau, etc. Ils signent des très bons contrats. Ils signent des 7-8 000 euros, 10 000 euros dans leurs 3 premières semaines de création. C'est super, tu vois. Mais le problème, c'est que ces gars-là, quand tu signes des contrats à ce niveau-là et que tu viens de commencer le business, tu ne sais pas gérer ton stress, tu ne sais pas gérer ta délivrabilité, tu ne sais pas aussi, on va dire, sous-traiter correctement, et donc tu fais confiance aux mauvaises personnes, ces personnes-là qui ont signé ces gros contrats se sont cramés, se sont complètement cramés parce qu'ils sont allés sur des montants énormes sans avoir la certitude de pouvoir délivrer du résultat. Et donc, ces mecs-là ont été bloqués pendant des mois sur leur marché cible. En l'occurrence, c'était l'e-commerce, tu vois. Ils ont été bloqués pendant des mois dans le monde en ligne et ils n'ont pas pu signer un seul client par la suite. Alors qu'il y avait des mecs qui disaient « mais je ne comprends pas, tu vois, lui, il signe 8-10 000 euros. Moi, ça fait 3 mois que j'ai commencé, je n'ai même pas signé un client. » Ouais, mais c'est comme ça. Lui, il a signé 8-10 000 euros, mais ce gars-là, pendant 6 mois, pendant 1 an, il n'aura pas de nouveaux clients, donc il va devoir changer de niche. Toi, si tu fais les choses correctement, tu signes tes petits contrats, tu prends confiance en tes services, tu augmentes tes prix, tu prends encore plus confiance en tes services, tu commences à sous-traiter, tu augmentes tes prix, toi, dans 6 mois, tu seras là, tu auras full recommandation et tu pourras continuer à scaler. Ce qui n'est pas le cas du mec qui a vendu au-dessus de ses capacités, qui s'est pris pour ce qu'il n'était pas, ce qui n'est pas grave, hein, on fait tous des erreurs, et qui aujourd'hui est bloqué. Voilà, comme j'ai dit, je ne veux pas me faire l'avocat du diable, mais pour moi, ces personnes-là se sont retrouvées dans des positions où ils ont promis beaucoup de choses, ils n'ont pas pu délivrer, ils n'ont pas pu apporter des résultats, et quand on leur a demandé de rembourser, ils n'étaient plus en capacité parce que gérer de l'argent, gérer de la délivrabilité, ce n'est pas donné à n'importe qui vient de commencer un business. Donc, effectivement, fake it until you make it, c'est bien, mais sois sûr que pour le montant que tu factures, tu peux apporter au moins le double. Clairement. Sinon, ça va faire mal aux dents. Clairement. J'aime beaucoup. Les 3 dernières questions, c'est les questions que je pose à tous mes invités. La première question,
quelle est la question qu'on ne t'a jamais posée, à laquelle tu as toujours voulu Hmm. répondre ou à laquelle tu aimerais répondre aujourd'hui? Alors, on en parlait il n'y a pas si longtemps. Et en fait, cette question, c'est marrant, on me l'a vraiment jamais posée. C'est tu ferais quoi si demain tu perdais tout ton argent et tu devais recommencer? Ou tu conseillerais quoi à quelqu'un qui commence de zéro? Alors, comme tu le sais, moi, mon domaine et ce que j'aime et ma passion, c'est la vente, c'est la psychologie humaine, etc., sans pousser les choses à leur paroxysme, mais c'est la vente en général. Et pour moi, quelqu'un qui, si je devrais recommencer de zéro, je vais prendre mon cas personnel, si je devrais recommencer de zéro, j'irais directement me former au closing, j'irais directement me former à l'aspect commercial et à la vente. Pourquoi? Tout simplement parce que quand tu fais ça déjà, tu peux très rapidement devenir closer dans un écosystème, vente de formation, agence, etc. Et donc commencer à toucher tes premiers revenus. Parce que quand tu maîtrises la vente, tu maîtrises un des piliers les plus importants du business. Donc comment faire rentrer de l'argent et comment multiplier de l'argent. Et parce que tout simplement, dans un souci de rapidité, si tu veux t'en sortir, pour moi, c'est le moyen le plus rapide de gagner de l'argent sur Internet. Aujourd'hui, tu gères les ventes de quelqu'un qui fait déjà de l'argent. Donc, si tu es assez bon, tu fais aussi de l'argent, tu vois. Donc, c'est vrai que c'est comme ça que je commencerai. J'économiserai énormément de cet argent, énormément. Je m'établirai, je pense, dans un endroit assez stable. Je ne commencerai pas, tu vois, c'est une erreur que j'ai faite, tu vois, je ne commencerai pas à bouger dans tous les sens, à voyager dans tous les sens. Je resterai vraiment établi quelque part. Le temps, de toute façon, tu commences en auto-entreprise, donc au début, tu n'es pas trop imposé, tu vois. Donc, je resterai établi, par exemple, en France, pas forcément chez mes parents, mais dans un endroit, une safe place où je peux charbonner, faire du sport, manger, dormir, charbonner, faire du sport, manger, dormir, tu vois. J'économiserai le plus d'argent et avec cet argent-là et la compétence vente que j'ai développée, j'irai continuer à me former sur une ultra compétence, par exemple le marketing, le community management, etc. Et je monterai un business en utilisant ces compétences-là. Parce que ce qui est bien, c'est comme je l'ai dit, quand tu es formé à la vente, tu as compris 80% du travail, c'est faire rentrer de l'argent dans ta boîte. Ensuite, la délivrabilité, etc., ça peut être ton combat, mais ça peut être aussi le combat de tes prestataires, ça peut être aussi le combat de tes partenaires. Mais quand tu sais vendre, tu sais gagner de l'argent, tout simplement. Clairement. Pour moi, quelqu'un qui sait vendre, quelqu'un qui est bon commercialement, c'est quelqu'un qui peut ne plus jamais être pauvre, Mm. tout simplement. J'aime beaucoup l'idée. Moi, je sais que ça a été ma grande lacune. On a travaillé ensemble Mm. là-dessus, notamment sur d'autres choses, entre autres. Mais moi, ça a été ma grosse lacune, c'est que j'ai été commercial. Alors, aspect de ma vie que j'ai jamais abordé en vidéo. J'ai été commercial, il fut un temps, et j'ai jamais été commercial au niveau de la prospection. Mm. Moi, j'étais au niveau de la relation client. Ok. Et j'ai focus là-dessus, et mes clients peuvent en témoigner. Vraiment, au niveau de la relation client, je sais que je suis bon là-dedans. Parce que pendant les 2 années où j'ai été commercial, je faisais que de la relation client. C'est-à-dire, tu appelles tes clients, tu vas manger avec eux. J'en parlais avec Isaac qui est derrière la caméra. Le fait d'entretenir ces relations. Mm. Moi, j'entretiens mes relations. Un portefeuille client. J'appelle, voilà, c'est ça. J'entretiens, j'appelle, je vois, je vais au resto, je paye des verres. Juste à des personnes où vous faites partie de mon réseau, ok. Moi, je chéris énormément mon réseau. Bien Ok, sûr, bah, je l'entretiens. Donc, bien sûr. je suis vraiment bon là-dedans. Mais c'est vrai que l'aspect commercial dans la vente, j'ai pu monter en compétence un peu sur ce sujet. Je vois à quel point ça a changé ma vie. Mm. Aujourd'hui, moi, des fois, aujourd'hui, sincèrement, je me suis arrêté pour parler à un inconnu parce que j'ai vu un livre, un bouquin qui lisait, donc Réfléchissez et devenez riche, et il avait un sac de l'ESSEC, ESSEC Mm. Business School. Ok. Je me suis dit, ok, c'est un mec qui doit faire de l'argent, j'ai été lui parler. Et Isaac derrière la caméra peut témoigner, hein. J'ai vraiment été lui parler en disant, écoute, je vois que tu lis un livre sur le business, j'ai vu ton livre sur l'ESSEC, qu'est-ce que tu fais dans la vie? J'aimerais discuter avec toi. Au final, c'était un étudiant en alternance, mais il veut se lancer dans la vidéo, boum, quelqu'un qui veut Ok. être dans le business. Et c'est un truc que j'ai développé parce que j'ai vraiment développé ça et je suis totalement d'accord avec toi. Quelqu'un C'est qui ça. maîtrise la vente ne peut potentiellement ne plus jamais être pauvre, que ce soit salarié ou salarié, entrepreneur, investisseur. Les investisseurs aussi sont des vendeurs en fait. Ah, bien sûr, faut Ils les vendent leur closer, hein. propre argent, Voilà, mais mais et c'est un toi, en sujet. tant qu'entrepreneur, il faut arriver à les closer aussi pour qu'ils investissent dans ton Clairement, projet. Mais clairement. tu vois, ce que tu dis, pour moi, ça soulève deux points. Alors, le premier, j'y suis pas revenu en détail, mais euh, si je devais tout perdre, tu vois, et si aujourd'hui, une personne qui se lance dans le business, elle doit tout perdre, etc., la compétence vente, elle est importante pour moi aussi à un sujet. C'est que moi, j'ai vu nombre de personnes se lancer dans le business en ligne, tout perdre, qui n'arrivaient pas à stabiliser un chiffre, etc., qui ont dû retourner dans le salariat.
retourner dans le salariat, c'est pas une fin en soi. C'est pas une fin en soi. On a tous un frigo à remplir. Il y a des gens qui ont des enfants. On a tous des responsabilités. Donc, moi, c'est pas une fin en soi. Mais quand tu sais vendre, quand tu es bon commercialement, tu sais vendre aussi le produit le plus important pour toi, ta propre personne. Donc forcément, quand tu sais vendre et que tu vas négocier un taf, tu peux avoir un salaire plus élevé, tu peux avoir un meilleur taf et tu peux tout de suite accéder à des responsabilités que d'autres n'accéderaient pas. Par la confiance, par ton dialogue, par toutes les choses que tu vas installer dans l'entretien d'embauche. Ce qui veut dire faire plus d'argent et donc économiser plus d'argent pour te relancer dans le business. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, alors je vais marquer un petit temps d'arrêt parce qu'il faut que ça me revienne. Et le deuxième point, tu vois que tu as soulevé et tu as dit que ça a changé ta vie. Pour toi, pourquoi est-ce que maîtriser cette compétence commerciale, ça a changé ta vie? Parce qu'en fait, aujourd'hui, moi, ma compétence, elle est monétisable, mais si je ne sais pas la monétiser, je ne peux pas faire d'argent et donc je ne peux pas vivre de ma dite compétence. Ouais. Que je sois graphiste, photographe, vidéaste, moi je suis dans le conseil et dans la gestion avec des équipes. Si je ne peux pas vendre ma compétence, quand bien même elle est géniale, ça ne sert à rien. Et moi, ce que je dis souvent, c'est ça ne sert à rien d'être le meilleur que personne ne connaît. Mais quand bien même on me connaît, ça ne sert à rien d'être le meilleur si j'arrive même pas à vendre mes Cette phrase, elle me services. dit quelque chose. Et du coup, là où je veux attirer ton attention, c'est que tu vois, quand tu parles de ta compétence, quand tu parles de ce que tu fais, tu as des étoiles dans les yeux. Et le fait de maîtriser cette compétence commerciale, et quand je dis compétence commerciale, pour moi, ça englobe tout, la prospection, le closing, la persuasion, la gestion du portefeuille client, etc. Le fait de maîtriser ça, ça apporte quelque chose dans la vie qui est extrêmement puissant. C'est le fait d'affronter et de gérer, parce qu'on aura toujours cette peur-là, mais de gérer la peur du rejet. Aujourd'hui, beaucoup de personnes qui se lancent dans le business en ligne essayent de trouver des moyens pour avoir des clients sans passer par la prospection. Donc, ils veulent des apporteurs d'affaires, ils veulent faire des ads alors qu'ils ne sont pas un franc. Mais ils ne veulent pas faire de prospection parce qu'ils ont peur du rejet. La peur du rejet, pourquoi est-ce qu'elle est si puissante? Parce que depuis des générations et des générations, le rejet est apparenté à la mort. C'est-à-dire qu'on va prendre un temps très lointain, au temps des tribus, des hommes de Cro-Magnon, etc. Quand tu étais rejeté, tu mourais. Parce que tu étais seul dans la nature, tu mourais. Et en fait, c'est resté dans notre ADN, c'est resté dans notre comportement humain. Le fait d'être rejeté, c'est extrêmement difficile. Et c'est pour ça que quand tu es célibataire, c'est très dur d'aller aborder une fille dans la rue. Parce que tu as peur de te faire dégager. Mais quand tu masterises cette compétence-là, quand tu es capable d'aller aborder une fille dans la rue, il n'y a plus rien qui peut t'arrêter. Tu ne peux plus jamais être célibataire. Tu vois. Dans le business, c'est pareil. Quand tu sais aller parler avec des gens, quand tu sais créer du lien, créer du dialogue, etc., il n'y a plus personne qui peut t'arrêter. Clairement, clairement, clairement. J'adore, j'adore. Là, on est sur le mot de la fin, les amis. Ma dernière invitée, donc Sophie Julie, que tu connais très bien, a cette question pour toi, c'est d'où vient ton amour pour 007 et pourquoi tout ton branding part dans ce sens-là? Parce que en vrai, pour ceux qui te suivent, on voit les photos en noir et blanc, tout cet univers que tu es en train de créer. Moi, je kiffe, hein, vraiment, je suis fan de la création d'univers. Et tu es en train de créer le tien. Pourquoi 007? Alors, c'est marrant, mais c'est vraiment très très simple. En fait, c'est quelque chose que j'ai depuis gamin. J'avais à peu près 3-4 ans. La première fois que j'ai vu mon premier James Bond, c'était avec Sean Connery, Goldfinger. Et pour la petite histoire, c'était à l'époque mon père qui avait trouvé dans les poubelles à côté de là où on habitait un cajot rempli de cassettes vidéo. Et il y avait pratiquement l'intégrale des James Bond de cette époque-là. Et il y avait les cassettes Disney, il y avait plein de trucs, etc. Et j'ai regardé cette cassette Goldfinger. Et en fait, quand j'ai vu ce personnage, en plus qui était super bien joué avec Sean Connery à l'époque, il y a quelque chose qui s'est passé, tu vois, et je dis, je veux ressembler. Je veux ressembler à ce personnage-là, je veux être comme lui. Il y avait quelque chose qui qui m'hypnotisait, tu vois, avec James Bond. Et j'ai toujours accroché ça. Ça a pesé énormément aussi dans le fait de vouloir partir dans l'armée, tu vois. Parce que je m'identifiais un peu à ce personnage-là. Et ouais, c'est une passion en fait depuis gamin. C'est-à-dire que sur la PlayStation, j'achetais tous les jeux James Bond. Quand j'achetais des pistolets à billes, je voulais acheter le Walter PPK de James Bond. Ouais, ça a toujours été ça. Dans ma chambre, j'avais des posters de James Bond, ça. Et ça a toujours été ça. Et en fait, quand j'ai vu l'évolution de James Bond, de Pierce Brosnan à
du coup Daniel Craig, le dernier James Bond, il y a quelque chose de très sombre qui s'est passé entre Pierce Brosnan qui était très gadget, très séduction, etc. et Daniel Craig qui est énormément douleur, bagarre et un petit peu de séduction. Il y a quelque chose qui s'est passé parce que quand j'ai commencé à accrocher à Daniel Craig, je vivais des choses très difficiles dans ma vie, des choses très compliquées et je me suis rattaché à ce personnage. Et je sais pas, il y avait des choses que je vivais dans ma vie et je me disais, mais on n'est pas tellement différents, tu vois. On n'est pas tellement différents, j'ai envie de lui ressembler, tu vois. Et ouais, ça a toujours été une passion. J'ai vu que de plus en plus de personnes sur les réseaux qui étaient plus ou moins proches de moi essayaient de faire un peu comme moi. Les gars, ça marche pas. C'est pas vous, James Bond, c'est moi. et non, ouais, c'est une passion. Ouais, C'est une mais passion, ça sent, et franchement, moi je te souhaite vraiment de continuer à créer cet univers, à évoluer dedans, parce que ça te va extrêmement bien. Je sens à quel point tu es beaucoup plus à l'aise que, tu vois, typiquement, les photos à Bali, coconuts, machin, c'est pas ton truc. Non, c'est pas Par moi. contre, cet univers très classe, très propre, enfin, vous l'avez pas C'est vu des- arriver avec son beau manteau et tout, mais c'est vraiment, c'est des ça te valeurs. représente vraiment, et franchement, Il y a des valeurs c'est cool. dans James Bond aussi, voilà, qui sont, Ouais. pour moi, qui sont importantes. C'est le fait, comme tu dis, tu vois, de toujours arriver. Enfin, c'est bête, hein. Il y a une phrase qui existe dans l'armée, qui existe aussi dans le monde commercial, c'est que un bon militaire, c'est avant tout un beau militaire. Un bon commercial, c'est avant tout un bon commercial, un beau commercial. Et en fait, ça, c'est des valeurs. James Bond, il arrive jamais dégueulasse. Mm. Il est toujours bien habillé, tiré à quatre épingles, et c'est la classe Bien british, tu sûr. vois. Ça, c'est des valeurs qui reviennent tout le temps, mais c'est surtout le sérieux. Surtout le sérieux, ce goût de la mission accomplie, tu vois, et toujours aller au bout des choses. Ok, ok. Bah écoute, en tout cas, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et là, avoir le vrai 007 avec moi, les gars, c'est vraiment quelque chose. Ok, et ben écoute, on arrive à la fin. À la fin de chacune de mes interviews, je demande à mon invité de poser une question à l'invité d'après. Donc mon invité d'après, tu le connais, c'est Christopher, Ouais, Chris Jean-Marie. Est-ce que tu as une question pour Chris? ok. J'ai une question pour lui. Elle va le faire très très bien rigoler. Chris, pourquoi est-ce que tu répètes tout le temps que rien ne se trame? Explique aux gens. Ok, ok. Bah écoute, je lui poserai. C'est une phrase effectivement qu'il répète très souvent. Et pour te dire, Lui moi, et c'est moi, un on truc sait. qui me. Lui et moi, on sait. On C'est un sait truc très bien effectivement. pourquoi. C'est un truc effectivement qu'il répète souvent. Donc je lui poserai, il n'y a aucun souci. Très lourd. En tout cas, je te remercie frérot d'avoir Merci à fait toi. cette vidéo avec moi. Bah, en vrai, t'es de passage sur Paris et d'avoir Ouais, pris le temps de faire la vidéo avec moi. Vraiment, je te remercie beaucoup. Les amis, en tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Mais vraiment, il y a des pépites et je vous invite à regarder, re-regarder, re-re-regarder. Déjà, ça améliore le watch time, mon watch time sur YouTube et il y a de la valeur pour vous. Et vraiment, n'hésitez pas à me contacter, contacter Romain, contacter l'intégralité des invités que vous entendez, parce que je ne sais pas si vous m'écoutez sur Spotify ou sur YouTube, mais je vous invite vraiment à pas banaliser les informations, à réécouter, important. à prendre conscience et surtout à discuter tout simplement. On est souvent une personne de la bonne personne, c'est mon mantra. Et vraiment, je vous invite à échanger avec chacun d'entre nous. En tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite une très belle fin de journée ou soirée. Et puis à plus tard. Ciao. Ciao.